Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 11e art, bienvenue dans ce tout nouveau format, ce premier épisode d'un nouveau format, vous en avez l'habitude, début d'année 2022 qui rime avec la création d'un nouveau format qui va s'appeler Top Thème. On va vous expliquer ça par la suite, mais dans un premier temps je vous présente plus Valentin, avec qui je fais ce premier épisode. Valentin, comment tu vas ? Écoute, ça va très bien Flo, très bonne année à tous puisqu'on enregistre cet épisode en début d'année et personnellement moi ça va très bien, je me suis requinqué avec un petit isolement spécialisé Covid qui était très sympa et puis après j'en ai profité. On n'aurait pas contracté le virus ensemble d'ailleurs. Si, je pense qu'on l'a complètement contracté ensemble. Un beau cluster, mais voilà, moi sinon ça va très bien, j'ai pu aussi quand même partir un petit peu en vacances. Aller tâter un petit peu de la puff, comme on dit. Non, personne ne dit ça en vrai. Voilà. Val ne revient pas de Colombie. Non, pas de Colombie, non, du ski. C'était quand même de la blanche. C'était de la blanche, c'était de la neige, mais c'est pas celle que tu as consommée pendant ton excursion. On ne dira rien, j'y étais en tant que journaliste pour le foot. Bon, Val, nouvelle année, nouveau format. Tout à fait. On va partir sur un premier épisode de ce nouveau numéro qui en fait va s'appeler Top Thème. Et Top Thème, T-H-E-M-E. Ça va être un top 10 assez original puisqu'on va essayer d'apporter là où certains top 10 se veulent un peu putaclic ou volontairement assez peu explicite. On va éviter le topito, on va rentrer dans quelque chose avec plus de fond, plus de sensibilité aussi, ce qui va vous permettre de voir, même si on va avoir beaucoup de joueurs en commun sur nos différents top 10, les sensibilités de chacun de nos... Mais comme dirait Combini, le troisième va vous surprendre. Le troisième va vous... Attendez, je regarde mon classement. Non, le troisième ne va pas vous surprendre. Mais le quatrième va vous surprendre. Non, donc effectivement, le top thème, ça va être un top thème tout simplement sur lequel on va avoir un thème précis. L'idée étant pas de se focaliser sur qui est le meilleur défenseur de l'histoire, qui est le meilleur attaquant de l'histoire. Peut-être qu'on viendra un jour à faire cela. Mais l'idée en tout cas, c'est de prendre un thème précis et d'apporter du fond, d'apporter des éléments, d'une argumentation pour comprendre un peu la sensibilité de chacun. On essaye de faire des choses objectives tout en subjectivité. Donc vous comprendrez bien qu'on a... C'est bien résumé. Voilà, on n'a pas les mêmes top thèmes, on essaye d'être objectif, mais on a forcément chacun des affections pour des joueurs ou des joueurs qu'on a tendance à soit sous-estimer, soit surestimer. Lucas Paqueta. Voilà, vous l'avez compris, il sera dans tous les top thèmes de Valentin, qui fera donc une seule émission sur 10 pour ne pas heurter vos oreilles. Du coup, on va avancer avec cette première émission. Premier top thème sur un sujet, un thème précis qui se veut les couteaux suisses de la Ligue 1 actuelle. Donc on a un cadre qui est plutôt bien défini. Val, qu'est-ce qu'on entend par couteau suisse ? C'est des opinels, des... Voilà. Donc je vais prendre la main. Val vous a fait sa dédicace à la ville de l'Aïol. C'est la nouvelle année, il faut en profiter. C'est fou. Voilà. Non, qu'est-ce qu'on appelle couteau suisse ? Alors c'est dit comme ça, c'est un petit peu compliqué de le définir, mais on pense évidemment à tous ces joueurs qui agissent un petit peu dans l'ombre, comme on dit, mais c'est surtout, en fait, on s'est plutôt axé sur 3 critères principaux pour définir ce qu'est un couteau suisse. Le premier étant la polyvalence. On a estimé que les couteaux suisses c'était des joueurs qui avaient la capacité de jouer à plusieurs postes et qui le faisaient bien. Le supporter lyonnais que je suis vous citera en contre-exemple Léo Dubois. Alors Léo Dubois, on ne sait même pas s'il peut jouer à un poste, mais on peut vous citer Maxwell Cornet par exemple, qui fut un temps jouait ailier gauche à Lyon et puis a redescendu ensuite arrière gauche sous la houlette d'un très bon entraîneur aussi qu'on appelle Rudy. Bref, voilà, ça c'est un peu un contre-exemple pour vous dire que c'est un joueur qui peut jouer à 2 postes, mais comme il le fait pas bien, il aurait jamais eu sa place dans ce classement. Mais il y a quand même des joueurs dans notre magnifique Ligue 1 qui ont cette capacité de jouer à la fois à plusieurs postes et en plus de manière qualitative. Donc ça c'était notre premier critère. Exactement, donc premier critère, la polyvalence. Juste assez rapidement, le couteau suisse, pour en venir un peu à la définition, ça peut avoir une définition positive. Effectivement, ce joueur complet, polyvalent, capable d'être bon à plusieurs postes. Et on peut aussi avoir le bouche-trou, qui, même s'il peut être positif, peut aussi souvent être négatif, qui est plutôt le dernier joueur qu'on va choisir et qu'on va mettre au poste où il n'y a personne. Bon, ça c'est plutôt ce qu'on a connu en cours d'école ou quand on jouait en district. Ouais, et puis si je peux faire une petite correction aussi, Opinel c'est français en plus. Donc, c'est ça, mais l'Aïol aussi d'ailleurs. Oui, comme c'est une ville, on essaye de toucher beaucoup d'auditeurs là-bas, on va ouvrir une fréquence d'ailleurs très prochainement. Voilà, mais je tenais quand même à faire cette petite correction parce que... Restez connectés. Voilà.
Deuxième critère, Val, après la polyvalence qu'on voulait mettre en avant. Alors bon, du coup ça sort un petit peu de la définition du couteau suisse. C'est plus un critère dont on s'est servi nous personnellement pour établir notre classement. C'est l'importance dans l'équipe. Alors qu'est-ce qu'on appelle l'importance dans l'équipe? En fait, on voulait pas des joueurs on voulait quand même parler de joueurs qui ont un rôle important dans leur club. On voulait pas parler de joueurs qui jouent 30 minutes à gauche à droite, etc. C'est vraiment des joueurs qui ont un rôle important, qui sont titulaires assez régulièrement. On a aussi pris en compte des aspects statistiques, forcément. Alors en plus des matchs joués, il y a évidemment l'impact statistique, donc les buts, les passes décisives, etc. Mais c'est aussi l'importance dans l'équipe au niveau tactique. Est-ce que c'est des joueurs dont l'équipe dépend tactiquement, et s'ils n'étaient pas là, l'équipe serait bien emmerdée. Voilà, c'est deux aspects, donc l'aspect statistique et l'aspect plus sur le jeu, pour définir quelle est l'importance dans l'équipe. Exactement, tu le disais, très important, on parle de joueurs actuels, on va parler de joueurs qui ont un rôle important et un impact sur leur équipe. Maintenant, quand on dit joueurs actuels, on se base uniquement sur des joueurs qui jouent cette saison en Ligue 1. Maintenant, si un joueur est par exemple blessé, mais ces dernières années, il est toujours en Ligue 1 et surtout il a montré ces dernières années qu'il était capable d'avoir cette polyvalence et d'avoir ce côté couteau suisse, évidemment on le mettra dans notre classement. Son temps de jeu aura forcément un impact sur son classement, mais en tout cas on prend aussi en considération des joueurs qui ne jouent pas actuellement mais qui ces dernières années ont montré cet aspect-là de leur jeu. Troisième et dernier critère, on s'était positionné, peut-être le moins important de tous, mais on a quand même un rôle important, c'est sur l'aura. Ouais, peut-être le plus difficile à définir aussi, mais en gros je pense que ce qu'on a voulu dire dans l'aura, c'était alors plusieurs aspects. Le premier aspect, je pense, qui est assez important, c'est aussi le rapport aux supporters et la vision dont il est perçu aujourd'hui, soit par son club, mais aussi par les suiveurs avisés du beau monde de notre Ligue 1. Mais ouais, le rapport avec les supporters, la façon dont il est perçu dans son club, c'est souvent on dit souvent que les couteaux suisses sont des joueurs souvent appréciés parce qu'ils donnent souvent un petit peu leur âme pour l'équipe, etc. Et souvent c'est des rapports qu'il y a assez intéressants avec les supporters. Et le deuxième aspect que je viens de vous dire, dont j'ai oublié déjà, c'est le standing du joueur lui-même. Oui, le standing, voilà, pardon. Et le standing aussi de l'équipe dans laquelle il joue. Alors, mais surtout le standing. L'équipe dans laquelle il joue, forcément, on va avoir des attentes différentes selon si c'est un joueur du PSG ou selon si c'est un joueur de Rennes. Pardon, pas de Rennes, parce que Rennes est une bonne équipe, mais je sais pas, de Reims, de Saint-Etienne, de Troyes. Bref, toutes les équipes pour lesquelles on a forcément un petit peu moins d'attentes quand on parle de joueurs comme ça. Donc voilà, ne vous étonnez pas si y a des joueurs parfois un petit peu plus méconnus du grand public dans les hauteurs de nos classements. Exactement. Val, d'ailleurs, tu parlais un petit peu en amont de joueurs souvent qu'on peut qualifier de joueurs de l'ombre. Alors certains ne sont pas des joueurs de l'ombre, mais on va rarement avoir des stars dans ce côté couteau suisse, ce qui ne veut pas dire que certaines stars sont très polyvalentes et des joueurs très complets capables d'évoluer à plusieurs postes. On peut penser à un Marquinhos avec le PSG qui a dépanné arrière droit, qui a joué presque un an et demi sous Tuchel assez régulièrement en numéro 6 devant la défense, mais on sait que c'est un joueur majeur international positionné en temps normal en défense centrale. On peut penser à un Lucas Paqueta aussi. Ouais, Lucas Paqueta qui cette année a joué à peu près tous les postes du milieu de terrain et qui a même joué en numéro 9 pour dépanner quand Dembélé et Slimani étaient absents. Mais voilà, eux, c'est des joueurs qui par définition sont des stars dans leur équipe, donc ce sont les joueurs majeurs, donc c'est sûr que ce ne sont pas des couteaux suisses. C'est antinomique de dire que c'est à la fois des couteaux suisses et à la fois des joueurs majeurs, même s'ils ont cet aspect très polyvalent dans leur jeu. Exactement, le couteau suisse sera donc rarement dans un très gros club, ou alors rarement le joueur majeur dans un très gros club. Il peut être un joueur majeur dans un club. On a quand même dans un club un peu inférieur. Discuté en amont, on a quand même des très bons joueurs dans des grands clubs qui vont ressortir, hein, mais c'est pour les critères qu'on a évoqués juste avant. Bon, et juste un petit truc sur l'aura dont on n'a pas parlé, mais c'est aussi donc le troisième critère, l'aura, c'est aussi la projection aussi un petit peu vers l'avenir pour certains cas. Ou l'expérience. Ou l'expérience, ouais, exactement. Donc, par exemple, on peut penser alors soit au palmarès, donc là c'est vraiment le cas quand on parle d'aura, mais on peut aussi parler de l'aura, par rapport à des termes de scouting, par exemple, des gens des joueurs qui vont aussi progresser, qui vont évoluer, qui auront des belles perspectives d'avenir. Et qui ont notamment cette marge de progression, que ça soit dans la polyvalence, voilà. ou à l'inverse des joueurs expérimentés qui ont évolué
en poste et en Exactement. capacité et en qualité et en compréhension du jeu, et ce qui leur a permis de développer une polyvalence qui peut faire de eux des couteaux suisses parfaits pour notre cher Ligue 1. Val, avant qu'on commence dans le classement, histoire que les gens matérialisent bien tout ce qu'on a expliqué en termes de critères, je te propose très rapidement de me donner 1 ou 2 joueurs comme ça en termes d'exemples, de mentions, qui ne jouent pas en Ligue 1 mais qui sont pour toi la définition parfaite du couteau suisse. Moi je sais que de mon côté j'en ai un à Liverpool. C'est un joueur majeur, c'est un joueur international, c'est un joueur qui joue dans un très grand club, mais c'est pas la star loin de là de l'effectif. C'est James Milner. On l'a vu, que ce soit à ses débuts à Leeds, puis à Manchester City, puis à Liverpool, jouer à quasiment tous les postes de l'équipe. Je crois qu'il a juste pas joué numéro 9 et défenseur central et bien évidemment gardien de but, mais il a joué latéral droit, il a joué 2 saisons quasiment entières en tant que latéral gauche, il a joué milieu défensif, milieu récupérateur, quasiment 10 milieu sur le côté ailier, et James Milner il a vraiment ce côté là. Vous avez un trou dans votre effectif ou un latéral gauche qui s'appelle Moreno et qui est pas bon, et ben vous mettez James Milner. Je sais pas pourquoi je pensais que je suis désolé. C'est complètement gratuit. Et ben vous mettez James Milner et il fera le taf à quasiment tous les postes du terrain. Eh ben écoute, tu m'avais demandé un joueur international. Naturellement, mon instinct très patriote, je pense, m'a fait revenir en Ligue 1, mais plus avec un joueur ancien. Ouais. Et m'est venue soudainement l'idée d'un certain Mathieu Bodmer. Ah oui. Qui lui pouvait, qui dans sa carrière a joué littéralement tous les postes. Plus son ventre avancé, plus il reculait sur le terrain. Oui, c'était assez ça. impressionnant. Et après, il a réavancé. Oui. Et après, il a réavancé. C'était assez Mais marrant. c'est vrai que c'était un joueur très complet, Ouais. très intelligent. Bon, n'hésitez pas Voilà. à nous mettre en mention des joueurs comme ça internationaux voilà, de Ligue 1. Il y en a d'autres. Alaba, évidemment. Kimmich. Tu m'avais cité Kimmich, ouais. Et attends, j'en avais un autre. Je pensais peut-être à un joueur, par exemple, comme Bukayo Saka, qui a commencé arrière gauche, qui est maintenant ailier, qui peut jouer numéro 10, qui peut... Voilà, un peu dans la même veine, un Gareth Bale, par exemple, qui a occupé pas mal de postes dans sa carrière. Mais bon, là, c'est pas non plus des couteaux suisses, parce que c'est des joueurs qui sont c'est des joueurs majeurs, mais... équipe, quoi. Donc ça va un peu à l'encontre de ce qu'on disait tout à l'heure, mais sur l'aspect polyvalent, sur l'aspect aura, etc., c'est des joueurs dont on peut s'inspirer pour visualiser un petit peu de quoi on va parler. Je pense qu'on peut dire que l'exemple parfait, c'est plutôt James Milner, qui est un joueur important, mais jamais un joueur majeur dans des clubs majeurs. Écoute, je pense qu'on peut commencer sur ce top 10. Ce qu'on va fonctionner, Val va vous dévoiler son numéro 10, je vais vous dévoiler mon numéro 10, et on va dérouler comme ça jusqu'au podium et jusqu'au meilleur couteau suisse, jusqu'au plus beau couteau suisse de notre très cher Ligue 1. Val, en numéro 10, qui as-tu ? Alors, j'ai sélectionné un joueur dont la polyvalence n'est pas le point fort. Je me suis plus appuyé sur les deux autres critères dont on a parlé, donc son importance dans son équipe et son aura. Mon premier joueur, moi, c'est Sofiane Diop, le milieu offensif de l'AS Monaco. Alors, il a quand même un petit peu cet aspect polyvalence, puisqu'on sait que son poste de prédilection est probablement un poste de numéro 10, mais il est aussi capable de jouer en fonction des systèmes. Sur un côté, alors plus en ailier qui rentre à l'intérieur, en attaquant, en ailier intérieur, c'est plus ça le terme. Donc il a cette polyvalence sur ces 2-3 postes-là. Mais ouais, c'est vrai que moi, ce qui m'a fait privilégier ce choix-là de Sofiane Diop, c'est plus son importance dans l'équipe. Aujourd'hui, comparé à la saison dernière, il était épaulé par Kevin Volland en tant que numéro 10 ou en tant que numéro 9,5 qui accompagnait Wissam Ben Yedder. Là, cette année, j'ai l'impression que les rapports de force sont un petit peu inversés. Tu veux dire pour toi, il a pris un peu le lead offensif de l'équipe. Ouais, exactement. Je trouve que l'année dernière, tous les systèmes de jeu et toutes les détonations, etc., les prises d'initiative dans le jeu passaient par Kevin Volland. Aujourd'hui, j'ai l'impression que Sofiane Diop a un petit peu inversé le rapport de force avec Kevin Volland, et que c'est beaucoup plus lui qui est à la création, à la manette, etc. Et d'ailleurs, ça se voit un petit peu dans ses statistiques, parce qu'aujourd'hui, il est quand même déjà à quasiment 17 matchs joués. On peut dire que c'est un compte titulaire indiscutable, donc on peut dire que son importance dans l'équipe est majeure. Et en plus de ça, il a des statistiques qui sont assez intéressantes. Il est déjà à 5 buts et 2 passes décisives. Pour un joueur qui reste encore assez jeune, c'est déjà intéressant, mais c'est surtout des buts et des passes décisives qui sont assez importantes. Je sais pas, j'ai pas la stat exacte, mais il faudrait peut-être regarder le nombre de buts marqués, de points par but marqué ou par passe décisive faite. Je pense que c'est assez intéressant de voir cette statistique. Effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. C'est assez impressionnant de voir un si jeune joueur avoir déjà autant de poids dans une équipe. Et pour la stat, effectivement, il est impliqué sur 29%
des buts de son effectif, que ça soit lui en but ou en passe décisive. Donc c'est vraiment costaud pour un joueur aussi jeune, sachant qu'en plus à Monaco, on a beaucoup de rotation avec la Coupe d'Europe, les coupes et le championnat. Et on a aussi une armada offensive qui est très large, avec beaucoup de joueurs très offensifs. Donc ces 30% sont à mes yeux effectivement très importants. Maintenant, moi, il n'est pas dans mon top 10, il n'est pas très loin, honnêtement, il n'était pas très loin, ça faisait partie des joueurs auxquels je pouvais penser. Mais j'attends de lui encore un peu plus ce côté couteau suisse est très polyvalent, c'est-à-dire d'être plus utilisé à différents postes et plus régulier et plus bon à différents postes. En tout cas, je pense qu'il en aura clairement les capacités techniques, physique et aussi de compréhension du jeu parce qu'à son jeune âge c'est déjà Ouais, bah, on en parlait un petit peu tout à l'heure en off, mais moi il m'avait déjà vachement impressionné quand il avait explosé sa première année sous Thierry Henry. En fait, c'était une équipe qui était hyper rajeunie. Je sais pas si vous vous rappelez, je crois que c'était l'année où Monaco galère la première partie de saison, mais galère fort, proche de la relégation. Mais galère sous Jardim se fait tège, ensuite c'est Thierry Henry qui vient pour quelques mois. Et voilà, et Thierry Henry avait rajeuni un petit peu comme ce qu'est en train de faire Xavi au Barcelone, mais avait rajeuni énormément l'équipe. Il avait fait sortir plein de jeunes, et dont Sofiane Diop qui à l'époque portait pas l'équipe à bout de bras, mais sur certains matchs, tu sentais que c'était vraiment le leader technique d'une équipe qui était en complète défaillance, et c'était déjà très intéressant. Donc ouais, il a une vraie compréhension du jeu, et moi je suis persuadé que là ça fait 2 ans qu'il est titulaire. Je pense que peut-être qu'à la fin de la saison, il pourra passer un cap. Effectivement, moi en tout cas pour ce classement de côté couteau suisse et joueur très polyvalent, il en a les capacités, peut-être qu'il rentrera dans ce classement sur les saisons à venir s'il reste en Ligue 1. Mais en tout cas, c'est ton 10e choix. Moi, de mon côté, en 10e, je pense que c'est un joueur que tu n'as pas mis. C'est ce bon vieux Thilo Kehrer. Alors, Thilo Kehrer qui a à la fois les qualités de ses défauts. C'est-à-dire que j'ai quand même l'impression que tu vas justifier ce que j'allais te dire avant même que je le dise. Exactement. Donc, Thilo Kehrer, c'est un joueur qui est capable d'évoluer sur les 4 postes de la défense. Et on le voit au PSG être utilisé vraiment aux 4 postes. C'est-à-dire en défense centrale, que ce soit axial gauche ou axial droit. Latéral droit. Très souvent le cas, on a notamment en souvenir ce magnifique passe en retrait contre Manchester. Latéral gauche aussi, il est capable de dépanner assez régulièrement en tant que latéral gauche au vu des problèmes du PSG à ce poste-là. Maintenant, le gros problème de Thilo Kehrer, à mes yeux, c'est que c'est un couteau suisse qui ne coupe pas vraiment. C'est un couteau suisse qui n'est pas efficace. C'est-à-dire qu'il a tous les ustensiles du couteau suisse, sauf le couteau. Voilà, c'est ça. Et il est incapable d'être, pour l'instant, avec le PSG, bon à un poste, et donc de se fixer à un poste. Et en fait, je crois qu'à chaque poste, il est numéro 3 ou 4 dans la hiérarchie, au mieux. Donc, à mes yeux, il ne peut pas être plus haut. Par contre, il a cette polyvalence, on le voit aussi, et ce qui a joué, moi, dans ce choix de le mettre si haut, c'est le fait qu'il a connu des saisons compliquées en étant jeune à Schalke, et il avait réussi à tirer un peu son épingle du jeu dans un club avec une grosse pression, avec des résultats très compliqués. Il est international allemand, il a, je pense, une vingtaine de sélections. C'est un joueur qui a joué assez régulièrement ces dernières années avec l'Allemagne. Donc en ça, le potentiel est là. Je pense que Paris est le très mauvais club pour lui. Et il a ce côté, en tout cas sur un défenseur, d'être capable de défendre à tous les postes. Et notamment que ce soit dans une défense à 3, dans une défense à 4. Il est capable d'évoluer. Le seul problème, c'est qu'il est incapable d'être bon et régulier à un de ces 3-4 postes-là. Donc voilà pour mon 10e. En fait, ce qui est intéressant, Flo, et tu le sais parce qu'on a préparé cette émission de cette façon-là, on s'était dit qu'on pouvait aussi travailler avec un outil qui s'appelle la matrice de Pew, qui est en gros un système d'aide à la prise de décision qu'on trouve notamment beaucoup dans les entreprises, ou en gros qui permet de définir ou d'orienter des décisions stratégiques. Et en gros, le concept de cette matrice de Pew, c'est de comparer des produits, des entreprises, bref. Nous, pour le coup, si on applique notre cas, on comparait des joueurs avec des critères qui sont définis préalablement et qui sont classifiés. Donc si on prend notre cas, les critères qu'on vous a donnés tout à l'heure, c'est la polyvalence, l'importance dans l'équipe et l'aura. Nous, on s'était dit que si on devait faire ça, la polyvalence aurait plus d'importance que justement l'importance dans l'équipe, et que l'importance dans l'équipe serait plus intéressante que l'aura. Donc si on devait faire un classement des 3, on aurait mis polyvalence, importance dans l'équipe et aura. Là, par rapport à Thilo Kehrer, si on utilise le système de la matrice de Pew, en fait, on lui aurait donné une note qui est catastrophique, puisque tous les arguments qui plaident dans sa faveur que tu as donnés, donc la Nationalmannschaft, ses difficultés à Schalke, et du coup le fait qu'il ait un très bon aspect mental, c'est des choses qui seraient comprises dans l'aura. Donc il aurait sûrement des points par rapport à ça, mais quand on regarde les autres critères, la polyvalence, alors certes il est polyvalent, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est plus sur de la quantité que de la qualité.
Mais il avait quand même au moins un de ces deux aspects de la polyvalence. Oui, je suis d'accord, mais bon, c'est ça le problème, c'est que c'est un joueur qui n'a jamais réussi à se fixer un poste, qui a du mal du coup à progresser sur n'importe lequel de ses postes. Donc voilà, c'est pas de la on n'appelle pas ça de la bonne polyvalence. Et sur l'importance dans l'équipe, je vais même pas vous faire un dessin pour que non, vous là, compreniez son j'avais rôle utilisé dans ta matrice. voilà, il est très très mal son classé. rôle au PSG, c'est absolument catastrophique. Donc pour moi, c'était un joueur que il parle français. Il parle très bien français. Il parle français, super. Et Ander Herrera aussi, il parle pareil, français. Tout pareil, super, tout pareil. Mais voilà, du coup, par rapport à tous les critères qu'on avait définis et cet outil formidable qu'est la matrice de Pew qu'on avait utilisé, tous ces critères indiquent quand même que bon, pour moi, c'est un joueur polyvalent certes, mais qu'il a absolument rien à faire dans ce classement-là. C'est effectivement pour ça que je l'avais mis en 10e position. Il était clairement pas possible pour lui d'aller chercher une place plus haute. Il était même potentiellement en danger pour cette place de 10. Mais voilà, je voulais quand même le mettre parce que malgré autant te dire que si on a une petite indécision à la fin, Florian, il sautera. Il n'y sera pas. Il sautera, mais c'était voilà, juste une petite dédicace à notre Thilo Kehrer qui au moins peut apparaître dans un classement des top 10. Voilà. Positif ou pas. Bah écoute, on passe à la position 9. Qui tu vas nous dégoter de ton chapeau pour cette 9e position? Alors, un joueur que j'apprécie, que j'ai déjà vu jouer plusieurs fois, dont je ne suis pas un spécialiste, je dois vous l'avouer. Mais j'aime beaucoup ce joueur, c'est André Girotto. Ah oui. Enfin, je l'aime beaucoup. La personnalité en tout cas de ce joueur. Tu peux le dire. Qui est le capitaine du FC Nantes et qui a cette capacité à évoluer sur plusieurs postes. Défenseur central, milieu défensif essentiellement. Voilà. Donc sur l'aspect polyvalent, je trouve qu'il remplit plutôt bien les critères. Quand on parle d'importance de l'équipe, il est capitaine du FC Nantes. Aujourd'hui, il joue un nombre de matchs assez conséquent, puisqu'il a joué les 19 premiers matchs de la saison en Ligue 1. Donc voilà, et des statistiques assez intéressantes pour un joueur plutôt à vocation défensive, avec 3 buts et une passe D. Donc voilà, c'est un joueur dont on parle pas beaucoup en Ligue 1, mais qui aujourd'hui est un joueur confirmé de notre championnat, avec une marge de progression qui peut encore évoluer. Je vous garantis pas qu'il aille beaucoup plus haut, mais en tout cas c'est un vrai joueur confirmé. Et je trouvais je trouvais qu'il répondait parfaitement justement à ce critère de couteau suisse. Voilà. Ouais, couteau suisse, puis effectivement, tu le disais, une valeur sûre de notre Ligue 1, un gars qui a réussi à s'imposer malgré les différents changements de coach du côté du FC Nantes et qui, malgré les altermoiements de ce club et l'irrégularité, a toujours réussi à sortir un peu la tête de l'eau et à être un peu le capitaine courage de cette équipe, même Attends, parce que là, capitaine courage, FC Nantes, ça fait beaucoup de mots négatifs pour moi, normalement. Ouais, c'est vrai. Mais ça va, c'est pas Jules. Donc, c'est pas Jules ? Il n'y a pas Jules. Jules qui ? Quitté. Supporter rennais. Oui, mais pourquoi tu me parles de Jules Quitté ? Moi, je te parlais de Léo Dubois. Ah, d'accord. Ok, je ne le voyais pas du tout venir. Ça m'étonnait en même temps qu'il ne parle pas de Léo Dubois sur une de nos émissions. Ouais. Non, mais ouais. Il y a déjà classé. Capitaine Courage, FC Nantes, moi, c'est le premier truc qui me vient. C'est la première horreur qui me vient à l'idée, quoi. Non, mais je ne voulais pas du tout faire Voilà, sans transition, abandonnons cette idée de Léo Dubois. Sans transition, de toute façon, il n'était pas question de faire un classement sur les joueurs en situation de handicap qui évoluent dans notre Ligue 1. Visiblement, t'avais un peu commencé avec Thilo Kehrer, quand même. Non. Alors, Thilo Kehrer, en tout cas, c'est pas physique, visiblement, ça ne se voit pas. Et disons que lui ne semble pas avoir le Covid depuis 2 ans, contrairement à d'autres latéraux droits. Écoute, moi, pour ma part, sur la 9e place, j'ai un autre latéral droit. Mais justement, s'il est dans ce classement, c'est qu'il n'est pas que latéral droit, c'est Djibril Sidibé, qui remplit pas mal de critères sans être forcément super haut dans aucun de ceux-là sur les critères qu'on vous a exposés au début de cette émission. Djibril Sidibé, on l'a évidemment connu à Monaco, c'est un joueur qui a une certaine aura très logique puisqu'il a... Ouais. Il a été... Là-dessus, sur l'aspect aura, je pense que tu n'as pas besoin de te justifier. Un joueur très solide de Monaco, demi-finale de Ligue des Champions, champion du monde avec l'équipe de France. Pendant 3-4 ans, il a été quasiment de tous les rassemblements. Champion de France. Champion de France avec Monaco, évidemment. Je ne le répéterai pas, c'est juste une fois. Tu l'as pas dit, t'as dit demi-finale. Non, la saison 2016-2017 reste douloureuse pour tout supporter du PSG, championnat Ligue des Champions confondu. Mais Djibril Sidibé, il a su au fil de sa carrière évoluer. On se souvient de lui à Lille quasiment uniquement comme un latéral droit, et à Monaco, puis à Everton, puis avec son retour à Monaco. Il a évolué sur pas mal de positions, que ce soit latéral droit, donc dans une défense à 4, piston dans une défense à 5. Il a parfois dépanné en centrale aussi dans une défense à 3, dans les 3 axiaux. Il a aussi pas mal joué latéral gauche, notamment à Monaco.
c'est un joueur qui a cette faculté de jouer quasiment sur aussi toutes les positions défensives, notamment les 2 postes de latéraux, voire de monter d'un cran en tant que piston, voire de c'est ça qui est milieu de intéressant côté. en fait, c'est surtout sa polyvalence par rapport à des systèmes différents. C'est-à-dire que tu joues avec 3 défenseurs ou avec 4 défenseurs, quoi qu'il arrive, il pourra jouer sur les pistons ou en tant que latéral, en axial. et voire en axial quand tu rentres dans un système à 3. Dans un système à 2, c'est un peu léger, C'est je compliqué. pense. Mais Un peu comme un Spilicueta par exemple à Chelsea qui a su sur une défense Voilà. à 3 passer de latéral droit. Aspilicueta, voilà, c'est un exemple. C'est un qu'on aurait pu exemple citer qui est- tout à l'heure. Voilà. Qui en plus lui pour le coup avait pas forcément le physique sur le départ d'un Non. défenseur De toute manière, axial. il est espagnol, donc tu connais des Espagnols qui ont des physiques. Non, je visualise Jordi Alba comme ça, non, je ne vois pas. Moi, j'ai croisé Sergi Darder l'autre jour à la gare de Saint-Ouen qui demandait des pièces. D'accord, on va couper au montage, ça n'a aucun intérêt. Ce que vient de nous dire Val n'a strictement aucun intérêt. Je vous propose qu'on place directement à la 8e position de ce classement. Waouh. Je sais pas où est-ce que je suis parti. Je suis désolé. Alors, 8e position. Enchaînons. Il faut garder ça. Hein. Oh, on le garde, bien sûr. Non, Direct. 8e position. Moi, j'ai été chercher un petit joueur bordelais prêté par le Paris Saint-Germain qui lui aussi joue latéral droit. C'est Timothée Pembele qui, en termes de profil sur les feuilles de match, ressemble un petit peu à Djibril Sidibé justement. Cette capacité à jouer dans des systèmes différents, soit en tant que piston arrière droit, soit en tant que défenseur central dans une défense à 3. Voilà, c'est des caractéristiques qui lui ressemblent un petit peu. Avec un profil quand même plus offensif que Sidibé. Lui, on l'a aussi vu effectivement déjà comme Sidibé jouer à gauche. Il est capable de dépanner dans un axe à 3, mais son poste idéal effectivement c'est ce rôle de piston. Alors après sur la polyvalence par rapport à un Sidibé, il est encore évidemment très jeune, donc il aura évidemment besoin de progresser. Donc peut-être que sur la polyvalence on pourra lui accorder moins de crédit que Sidibé, mais sur l'importance dans l'équipe, bon, il a l'avantage aujourd'hui de jouer dans une équipe qui est un petit peu à la rupture, en difficulté. Pourtant on l'a vu très bon, notamment le match contre Marseille où il avait été dans ce rôle de piston, il avait été un gros animateur du côté droit bordelais. Je suis d'accord, mais il est quand même un petit peu au milieu d'un désert. Bon, il y a quand même 2-3 joueurs intéressants à Bordeaux, faut pas non plus tout dramatiser. Mais aujourd'hui, le fait qu'il soit dans cette équipe qui est quand même assez faible fait forcément que il est plus facilement mis en avant et donc qu'il a une importance dans l'équipe beaucoup plus importante aujourd'hui. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a joué beaucoup de matchs depuis le début de saison. Et après, il y a aussi cet aspect. Alors, Djibril Sidibé avait beaucoup cet aspect aura parce que, par rapport à son palmarès, son expérience, sa mentalité, etc. Mais il y a aussi un aspect dans l'aura dont on a parlé tout à l'heure qui est le potentiel. Aujourd'hui, Timothée Pembele, il a été formé au PSG, c'est certes une ligne sur le CV, mais c'est aussi une valeur aussi une marque de qualité. Et visiblement, tous les supporters bordelais et parisiens à qui on en parle un petit peu affirment que c'est un joueur qui a un potentiel pour aller assez haut. Je pense pas non plus qu'il aura... Enfin, peut-être, j'en sais rien, ça dépendra de sa façon de progresser. Mais aujourd'hui, si je l'ai mis moi que 7ème dans mon classement, c'est aussi parce que il est encore jeune, qu'il faut qu'il progresse. Mais il a ce potentiel pour aller un peu plus haut. Alors moi, pour ma part, Timothée Pembele, il était 11ème de mon classement. Il grattait aux chevilles de Thilo Kehrer, mais beaucoup trop d'amour pour ce grand Thilo. Ceci n'est évidemment pas sincère, mais c'est la bonne année. Il faudrait prendre des bonnes résolutions. Ce sera vraiment. Je l'isolerai ce moment et puis je l'amplifierai. Je ferai un petit montage. Très on bien. mettra sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas, j'adore vraiment Thilo Kehrer. Chose assez marrante, on vient tous les deux d'exposer en 9 et en 8 pour toi des latéraux droits. Et je vais continuer dans la veine des latéraux avec Youssef Attal, le latéral droit de l'OGC Nice, qui à mes yeux est un joueur depuis plusieurs saisons maintenant, 4-5 ans je pense, de l'OGC Nice, qui est un joueur majeur, qui s'est imposé sous Favre, qui s'est imposé sous Vieira, qui malgré des blessures, dès qu'il est disponible, s'impose avec Christophe Galtier. C'est toujours un joueur qui apporte quelque chose d'assez fou du côté de l'OGC Nice. On l'a vu, sa rentrée contre Lyon dans un match assez lunaire, complètement changé la donne sur ce match alors que Lyon avait maîtrisé les 80 premières minutes quasiment. Je pense que c'est vraiment ce changement a bouleversé la saison lyonnaise, je pense. C'est même possible. Il a surtout bouleversé Juninho qui n'a toujours pas digéré cette rencontre. Mais effectivement, c'est un tournant dans la saison lyonnaise, mais parce que Youssef Attal, même malgré ses blessures,
depuis un an et demi, et ce genre de joueur capable de tout déclencher, alors qu'il n'est qu'un latéral droit. C'est-à-dire que souvent, on avait un peu l'image à l'ancienne du latéral droit qui est pas un joueur prépondérant sur l'impact direct de son équipe. Et on voit une génération de latéraux, Alexander Arnold, Robertson notamment, Marcos Alonso, Ben Chilwell, apporter beaucoup plus offensivement, et Youssef Attal est le premier exemple, mais c'est aussi justement parce que Youssef Attal n'est pas qu'un latéral droit. C'est évidemment un mec qui est extrêmement à l'aise en latéral droit. En piston, ça semble être peut-être le meilleur poste. Alors il n'a pas tout le temps évolué dans cette position-là, même rarement avec le GC Nice, mais on sent que c'est un rôle qui lui correspond parfaitement, et on se souvient évidemment qu'il a été formé et qu'il a parfois joué avec Nice comme milieu droit, voire surtout comme ailier droit, parce qu'il a des qualités techniques et même face au but qui sont vraiment plus celles d'un attaquant que d'un pur défenseur. Ouais, c'est clair. Après, le petit bémol qu'on pourrait mettre sur Youssef Attal, c'est la répétition des matchs et ses blessures récurrentes. Ses blessures à répétition, effectivement. Val, on passe à la 7e position de ce classement. Ouais, qui est probablement un de mes joueurs préférés de mon classement, de ce petit classement un peu sympathique. C'est Hugo Ekitike du Stade de Reims, qui est un joueur... Alors, sur l'aspect polyvalence, c'est un joueur qui n'est pas spécialement très polyvalent. C'est un joueur qui est capable d'évoluer sur... C'est un numéro 9 à la base, ouais, qui a cette intelligence de jeu qui lui permet aussi de se décaler sur un côté, notamment sur le côté gauche, pour pouvoir rentrer sur son pied droit. Mais c'est un joueur qui est tellement intelligent dans l'approche du jeu, et aujourd'hui, ce qui m'a fait le mettre très haut, donc c'est pas forcément cet aspect polyvalence, c'est plus les autres aspects dont on a parlé, et notamment cette aura, puisque aujourd'hui, il y a énormément de suiveurs. Donc c'est sa première saison en Ligue 1, hein, on le précise. Il est tout jeune, il vient d'arriver, il débarque en Ligue 1 et il cartonne. Et justement, sur les premiers matchs qu'on a vu de lui, il y a tellement de suiveurs qui affirment qu'aujourd'hui que c'est vraiment un vrai talent brut, qui est vraiment très très intelligent à la fois dans la compréhension du jeu, mais aussi techniquement et puis dans sa façon d'être, alors que ça se voit que c'est encore un gamin. Il est très frêle, il est très grand, il est longiligne et tout, mais il y a énormément de suiveurs qui disent qu'il est promis vraiment à un grand avenir, qu'il ne voit pas forcément de défaut dans sa progression, et que s'il continue à bien travailler et à évoluer comme ça, il ira sûrement assez haut. Et puis l'importance dans l'équipe aussi, parce que bon, malgré son jeune âge, il a déjà joué 17 matchs. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment pas beaucoup des matchs titulaires. Petit à petit, il a commencé à gagner un petit peu sa place, mais ça reste ce qu'on appelle un petit peu en NBA un sixième homme, un super sub, un joueur qui rentre à la fin et qui vient tuer le match. Et d'ailleurs, ça se voit sur ses statistiques qui sont, pour un jeune joueur comme lui, j'ai pas le mot parce que c'est exceptionnel, quoi. Le mec, il a 8 buts et 2 passes décisives en 17 matchs de Ligue 1, sachant qu'il n'est pas titulaire, c'est ce que je disais. Donc c'est absolument monstrueux, et moi c'est ce qui m'a fait le mettre dans ce classement malgré son jeune âge, et même après réflexion je me demande s'il ne méritait pas d'être un petit peu plus haut. Probablement que son manque de polyvalence pêche un petit peu. C'est ce qui m'a fait en tout cas ne pas le mettre dans le top 10. Je valide effectivement le potentiel et le côté assez incroyable de cette saison, où il a à la fois, en fait, au cours de cette première partie de saison, une progression linéaire. Il a gagné en minutes petit à petit, mais au final, qui, quand on dézoome un peu, est quand même ultra rapide. Mais par contre, manque encore, même s'il est capable d'évoluer sur les 3-4 postes du front de l'attaque, hein, numéro 10, 9, voire ailier. Il manque encore un peu de ce côté vraiment couteau suisse, c'est-à-dire capable de... Tiens, j'ai un problème sur un côté, je vais le mettre sur un côté un peu plus bas. Ouais, bah c'est ce que je te disais sur le manque de polyvalence, on est d'accord là-dessus. Après, là où il est fort aussi, c'est dans la diversité de son jeu. En fait, c'est pas une polyvalence tactique sur une feuille de match à coucher, c'est plus une polyvalence dans le jeu aussi, parce que comme je disais, il est assez grand, il sait jouer en déviation, il sait jouer de haut but, il sait orienter le jeu, il sait jouer dans la profondeur, il est assez... En fait, il est tellement complet physiquement, malgré son manque de maturité physique, que en fait il peut aller hyper loin. Et en fait sa polyvalence, même si elle n'est pas sur les feuilles de match, pour moi elle est dans le jeu, et c'est ça qui fait que probablement maintenant quand je t'en parle, je me rends compte que j'aurais peut-être pu le mettre encore plus haut, quoi. Ok, bah écoute, moi en 7ème position j'ai Pierrick Capel du SCO. Pierrick Capel, ça fait partie de ce joueur de Ligue 1 qui est là depuis... je pense que ça va maintenant faire 6-7 ans qu'il est là. Il doit être là depuis la remontée du club en 2015,
15, quelque chose comme ça. Et c'est un joueur qui est ultra solide, qui est un joueur sur lequel vous pouvez toujours compter. Alors lui, tu parlais par exemple d'un Ekitike, pardon. C'est pas le joueur qui va être tout le temps titulaire, même si là il revient de plus en plus dans l'effectif. Mais c'est un joueur qui tous les ans va vous jouer entre 25 et 30 matchs et qui au moindre problème, il a un peu il ressemble un peu au James Milner français, tu vois. C'est un peu ce joueur. T'as un problème dans ton effectif, t'as un trou, t'as un poste où le numéro 1 et le numéro 2 sont blessés. T'as Pierrick Capel, putain, tu peux le mettre à ce poste-là. Pierrick Capel, c'est le mec qui. Je vais te taper, Flo. C'est le bouche-trou. C'est le bouche-trou. Non, mais c'est vrai. Mais pour le coup, lui, c'est pas le bouche-trou négatif. C'est pas péjoratif. C'est le mec. Il a cette formation qu'on lui connaît de plutôt de joueur offensif, ailier, voire 10. Capable de jouer aussi en faux 9, en 9,5 ou en faux numéro 9. Capable de redescendre dans le cœur du jeu pour jouer 10, et on l'a vu en fin de saison 2020-2021, en début d'année 2021, dépanner notamment au poste de latéral gauche quand Angers avait beaucoup de difficultés à ce poste-là. Je crois que sur la saison dernière il jouait à 7 postes différents, ce qui est quand même assez fou, et il a ce côté où ça va jamais être un joueur extraordinaire à un poste, mais qui par contre va toujours avoir un rendement très solide à différents postes. Et en ça, je trouve que Pierrick Capel, je le mets pas plus haut pour son aura, son impact sur l'équipe et le côté, voilà, ça reste un joueur qui est à moitié titulaire, à moitié remplaçant. Mais par contre, c'est vraiment la définition pure du couteau suisse. C'est-à-dire, ce joueur, vous le mettez à n'importe quel poste, il vous rendra, ou quasiment, et il vous rendra une copie plutôt propre. L'avantage et la difficulté de ce genre de top 10, c'est qu'en fait, chacun construit son top 10 en fonction de critères qu'il juge plus ou moins importants, en fonction de chacun des joueurs. Toi, dans ton cas, là, tu as mis vraiment en avant l'aspect polyvalence. Moi, je l'ai moins mis en avant sur mon joueur qui était Ekitike. Moi, tu vois, je pourrais te dire aujourd'hui que l'importance dans l'équipe de Pierrick Capel, aujourd'hui, elle est vraiment secondaire. Aujourd'hui, il passe derrière des joueurs comme Bouffal, Fulgini, éventuellement même Mohamed Ali Chaud, même si Mohamed Ali Chaud descend un petit peu depuis le début de saison. Ouais, Bouffal, je viens de le dire. Mais voilà, du coup, moi, j'aurais pu te parler de l'importance dans l'équipe qui est beaucoup moins forte. J'aurais pu te parler de son rendement statistique qui est pas dingue, une passe décisive depuis le début de saison. Oui, même son aura. Aujourd'hui, quand tu parles de Pierrick Capel, nous, on est des suiveurs avisés de Ligue 1. Je suis pas sûr qu'il y ait énormément de personnes qui puissent te parler de Pierrick Capel. Donc voilà, c'est l'avantage de ces top 10 là, c'est que chacun choisit ses critères en fonction de comme il veut. Et moi, c'était vraiment le côté couteau suisse, capable de, vous avez une galère à un poste, ouais. Et Pierrick Capel peut faire le job. Non, mais je suis plus ou moins d'accord avec toi. Moi, il était entre la 11e et la 13e place, je l'avais mis. Il est dans ces eaux-là. On quitte la 16e place du classement pour le numéro 6. Val, qui est ton 6e meilleur couteau suisse de Ligue 1? Écoute, je vais pas m'éterniser longtemps là-dessus parce que toi tu l'as déjà cité, mais c'est Youssef Attal pour moi. Ok. Complètement d'accord avec toi. Moi je l'ai positionné un petit peu plus haut parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup aussi. Et alors peut-être que je l'ai surévalué par rapport aux critères que je vais donner, mais je le trouve un petit peu aussi frustrant par rapport à toutes ces blessures, etc. C'est un joueur qui est quand même assez exceptionnel quand on le voit. Et ce qui est intéressant, c'est que je me pose même la question de savoir si on peut le considérer comme un couteau suisse de cette équipe niçoise. Parce que c'est vrai que c'est un des meilleurs joueurs de cette équipe, bien qu'ils aient un effectif avec des joueurs très très intéressants. On pense au petit Amine évidemment, mais il y a quand même beaucoup de joueurs intéressants dans cette équipe, Dolberg, etc. En fait, c'est juste que c'est un très bon joueur parmi tant d'autres à Nice, et voilà. Mais c'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure, à chaque fois qu'il joue, il apporte un petit quelque chose en plus qui fait que Nice s'en sort très très bien aujourd'hui au classement. Effectivement. Pour ma part, en 6e position, je pense que c'est un joueur que tu vas aussi avoir un petit peu plus haut dans ton classement, c'est Boubacar Kamara, le récupérateur, le milieu défensif ou défenseur central de l'Olympique de Marseille. Et en fait, ce qui m'a vraiment impressionné chez lui, pour faire rapidement en termes d'impact sur l'équipe et d'aura, je pense que c'est un joueur qui... On a à peu près pas à débattre là-dessus. C'est un joueur qui s'est imposé rapidement comme un joueur majeur de l'OM, qui l'est toujours aujourd'hui, formé au club, adoré des supporters malgré la situation contractuelle qu'on lui connaît et qui est un peu difficile pour lui comme pour le club. Mais c'est ce joueur qui est arrivé tout de suite en Ligue 1 et immédiatement on ne savait pas réellement quel était son meilleur poste entre défenseur central et milieu défensif. Et c'est vraiment une capacité où par son volume de jeu on se dit il est très très performant en défenseur central, mais il est capable de jouer 6 et 8 sans aucun mal. En tout cas il a cette capacité aussi
quand il est milieu défensif ou quand il est en défense centrale, d'apporter une vraie sérénité, une vraie stabilité à l'équipe. Alors évidemment que le numéro 6 est là pour protéger sa défense et je pense moi que c'est le rôle et le poste, la position qui lui correspond le mieux, notamment parce qu'il peut aussi permettre d'équilibrer un peu cet effectif quand on a des chiens fous à côté qui vont plus se jeter vers l'avant comme des Guendouzi ou des Gerson. Mais je trouve que ce Bouba Kamara limite il mériterait d'être un peu plus haut. Alors c'est après, la question que j'allais te poser, pourquoi est-ce qu'il est que 6ème? Il est que 6ème parce que pour moi il n'a que 2 postes qui sont numéro 6 et défenseur central. Ouais, le problème c'est que sa capacité à jouer si bien à ces 2 postes-là, moi c'est des arguments qui m'ont fait mettre beaucoup plus haut. C'est ce qui m'a fait hésiter avec les joueurs qu'on va trouver plus haut, mais pour l'instant il est à cette 6ème position, effectivement peut-être qu'il mériterait d'être plus haut, mais en tout cas c'est pour moi un des rares joueurs qui est quasiment aussi performant à 2 postes. Et pas juste un joueur qui peut faire le job à plusieurs postes. Et après Bouba Kamara, on rentre en 5ème position, les choses sérieuses commencent avec ce nouveau joueur. Val, qui tu as en 5ème position de ce top 10? J'ai mis Valentin Rongier, qui probablement n'aurait jamais été là il y a 6 mois. Si on avait fait ce top 10 il y a 6 mois, je pense qu'il n'aurait pas été là. Mais c'est vrai que récemment, avec l'arrivée de Sampaoli, il a eu une première période qui était assez compliquée, où Sampaoli ne voulait pas de lui. Et puis il s'est battu à tel point qu'il a réussi à retrouver sa place au milieu de terrain. Et ensuite, dans un second temps, Sampaoli l'a considéré comme un vrai couteau suisse, on peut vraiment appeler ça comme un couteau suisse, et l'a repositionné alors dans un poste un peu hybride en fonction de si c'est des phases défensives ou si c'est des phases offensives, mais un poste de latéral droit, à la fois un petit peu milieu de terrain, un petit peu comme ce qu'on pourrait retrouver à City avec Joao Cancelo, même si c'est plus l'inverse sur le papier. Et du coup cette polyvalence qu'il a au sein même d'un match qui rend les choses assez rares, au sein même de différentes actions, une fois sur 2 il est défenseur arrière droit, une fois il est milieu défensif, pardon. Ça c'est un critère qui me l'ont fait mettre assez haut. Il a même dépanné dans une défense à 3 dans l'axe aussi. Ouais. Je crois en Europa League. Ouais, peut-être. Mais bref, c'est assez impressionnant de pouvoir faire ça au moment même d'un match. Et alors, il a développé un rôle assez important dans le système de Sampaoli et donc une importance dans l'équipe. Mais moi, je l'ai pas mis très haut sur le critère de l'importance dans l'équipe. J'ai plutôt, si je devais lui accorder des points supplémentaires, je le mettrais dans l'aura, parce que j'ai trouvé que récemment, il avait donné, récemment, il a donné 2 interviews, une pour RMC et une pour l'After, donc d'RMC, et une pour la Provence. Et il s'est passé quelque chose d'assez rare dans les interviews, c'est qu'il a parlé bien, sans langue de bois. Il a raconté un petit peu tous les déboires qu'il avait eu depuis que Sampaoli était arrivé, comment est-ce qu'il était revenu, les discussions qu'il avait eues avec sincérité, l'approche tactique, parce qu'il a parlé aussi tactique, il a parlé de football, ça arrive pas beaucoup. Et ça fait du bien. Et alors, je sais pas si c'est des critères qui rentrent vraiment dans l'aura, mais en tout cas j'ai envie de lui accorder des points là-dessus. Probable que ça joue aussi sur le classement, puisque moi aussi il est à cette 5ème position. Voilà, tu vois. Et voilà, tous ces critères ont fait que vraiment il y a 6 mois, je pense on l'aurait même pas cité dans ce classement. Aujourd'hui il est 5ème, je pense que c'est une très bonne place par rapport au joueur qu'il est. Moi je le vois pas forcément aller beaucoup plus haut. Je pense que c'est un joueur très intelligent qui a les capacités pour comprendre le jeu, et voilà, avec certaines lacunes, mais voilà, moi je trouve que c'est un très bon joueur et qui fait bien d'être là. C'est probablement effectivement ta dernière phrase qui est très importante, c'est qu'on le connaissait milieu défensif ou milieu relayeur à Nantes, où il était d'ailleurs capitaine, ce qui rajoute aussi à son côté un peu aura. Non, pas un capitaine du FC Nantes. si, encore un capitaine, je suis désolé, un capitaine du FC Nantes. Et donc ce côté capitaine lui avait rajouté aussi un côté aura. On voit qu'il a eu un peu de mal à s'adapter ces 2 premières saisons du côté de l'OM. Il réussit avec Sampaoli à être un joueur majeur. Pas mal critiqué, il s'est relevé, ce qui est difficile dans un club comme l'OM. Et au final, il arrive à 3-4 postes différents à toujours apporter des solutions à Sampaoli. Alors il est clair que 6 mois auparavant, il aurait probablement jamais été dans ce classement et que Sampaoli lui a permis d'évoluer. Mais je pense aussi que dans ta dernière phrase qui était très intéressante, c'est le côté intelligent du joueur. C'est-à-dire que c'est pas un joueur qui a d'immenses qualités. C'est un bon joueur de Ligue 1, mais qui par contre va maximiser ses qualités par son intelligence, par sa science du jeu. Et en ça, c'est ce qui lui permet d'évoluer à 3-4 postes différents avec plutôt brio du côté de l'OM.
et il est un peu, dans ma vision, le garant avec Boubacar Kamara de la solidité de l'OM, quand l'équipe est solide. Bon, on en discutera un petit peu plus tard, mais de Boubacar Kamara notamment. Écoute, du coup, on était d'accord sur la 5e position avec Valentin Rongier. Qui tu nous as placé en 4e position, qui est la médaille en chocolat? Alors, je pense que c'est un joueur qui a surtout bénéficié de ses saisons précédentes et que j'ai peut-être surévalué par rapport à cette saison actuelle. C'est Renaud Ripart de Troyes, qui, comme je vous le disais il y a quelques secondes, a sûrement bénéficié de ses excellentes dernières saisons à Nîmes, malgré la descente du club l'an passé. Voilà, c'est un joueur que, là, pour le coup, en termes de polyvalence, j'ai du mal à définir même quel poste il joue vraiment. Alors bon, là, à 3 depuis le début de saison, il joue vraiment plus en tant qu'attaquant. Mais quand il était à Nice, il a vraiment joué à tous les postes. Nîmes, pardon. Il est passé de défenseur à milieu de terrain, à ailier, à attaquant. Il a joué vraiment tous les postes. Donc en termes de polyvalence, je pense qu'on peut pas faire mieux. En plus, il a un petit peu porté l'équipe de Nîmes à bout de bras pendant plusieurs années. Il faisait partie de ces joueurs majeurs à Nîmes, effectivement. J'ai les stats sous les yeux. C'est un joueur qui, effectivement, tu l'as dit, a joué à quasiment tous les postes, mais sur les saisons où il a été en Ligue 1 avec Nîmes, c'est 8 buts, 4 buts, 11 buts. Donc on voit des références quand même assez solides pour un joueur qui est... qui a pas de poste. Qui a pas de poste, ouais, c'est ça. Enfin, tu disais, il a joué défenseur. Il a souvent dépanné sur les 2 postes de latéraux la saison dernière, notamment. Enfin, c'est quand même assez fou pour un mec qui est plutôt censé être un ailier ou un neuf à la base et qui a aussi joué milieu sur le côté. Enfin, c'est assez fou, effectivement, en termes de lui, pour le coup, couteau suisse. Il est peut-être un des 3 dans la définition pure du couteau suisse le plus haut. Maintenant, effectivement, il joue très peu cette saison avec 3. À voir si Bruno Urles va le relancer. Non, il joue pas mal. Il a joué 18 matchs depuis le début de saison. Quand même. Il est moins, pas très bon. Il est moins bon, ouais. Mais je pense que justement, cette polyvalence et puis aussi probablement le fait qu'il joue quand même pas mal dans des clubs un petit peu familiaux. Nîmes, il y a une situation qui est compliquée en ce moment à Nîmes. Plus trop la famille là-bas. Mais bon, l'idée de base, c'était quand même un club très familial, etc. Et Troyes est aussi un petit club. Bref, sa polyvalence plus cet aspect-là font que je pense, on a... Alors, je sais pas si tu l'as mis dans ton top 4, toi. Mais on a probablement un biais peut-être affectif par rapport à lui qui nous a peut-être fait surévaluer par rapport à des joueurs qu'on a encensés depuis tout à l'heure. Moi, je pense notamment à Ekitike ou peut-être même à Rongier, aurait pu espérer un peu plus. Mais ouais, c'est clair. Bon, après, c'est un bon joueur. Hein. Moi, j'aime beaucoup. C'est pas non plus le charisme à l'état pur. C'est un joueur un peu... Non, par contre, tu le disais, ça a été un des 2-3 joueurs majeurs du Nîmes de ces 3-4 dernières saisons quand ils étaient en Ligue 1. Maintenant, effectivement, à voir s'il va avoir à la fois la même réussite et aussi le même côté polyvalent couteau suisse avec 3. On sait que 3 vient de changer de coach et de nommer Bruno Urles. Peut-être que ça sera un des hommes forts de Bruno Urles à des postes qui sont pas son poste sur le papier. Est-ce que ce sera un homme fort du projet du City Football Group aussi à 3 à voir. Moi, pour ma part, en 4e position, j'ai Flavien T. Oui. Le joueur du Stade Rennais. Je sais pas si tu l'as mis plus haut. Moi, je ne l'ai même pas mis dans mon top 10. Il ne l'a même pas mis. Non, pour moi, Flavien T, ce qui est assez marrant, c'est qu'on retrouve pas mal de clubs au final dans ces classements. Angers, je crois qu'on va retrouver un peu de Rennes aussi. Mais Flavien T, c'est ce joueur qui, un peu à l'image d'un Pierre Capel, était plutôt estampillé milieu offensif, 10 ou ailier, ou capable de jouer un peu plus bas mais sur les côtés, et qui a au fil de sa carrière compris qu'il pouvait aussi apporter à d'autres postes, et notamment en reculant un peu sur le terrain. Je trouve que notamment il l'a très bien appris à Rennes cette saison, où il revient vraiment en forme à Rennes. Pour le coup, il avait fait des saisons très sympas à Angers, et son arrivée à Rennes avait été très compliquée. Il avait vécu un an et demi assez dur pour un joueur qui cartonnait bien en Ligue 1 à ce moment-là. Et en fait, il s'est un peu refait la cerise en sachant évoluer, parce que je pense que c'est un joueur un petit peu comme un Rongier qui n'a pas des qualités hors du commun, mais c'est un joueur intelligent qui sent le jeu, qui est un bon joueur de Ligue 1 et qui a cette capacité de bien comprendre le jeu. Un bon QI football qui lui permet d'évoluer au final d'ailier, de milieu latéral, de 10, mais aussi milieu axial relayeur. Et en ça, je trouve que cette évolution, pour moi, le met aux portes du podium. Ouais, écoute, je suis pas complètement d'accord avec tout ce que tu viens de dire, mais j'argumenterai sur ce que tu viens de dire un petit peu plus tard dans le classement
pour ne pas révéler une de mes surprises et pour que vous compreniez aussi pourquoi je n'ai même pas mis Flavien T dans mon top 10. Très bien, très bien. Du coup, moi, en 3e position, sur la première marche du podium, je vais commencer puisque j'ai Renaud Ripart, que tu viens de placer en 4e position. Et j'ai rien à rajouter sur le Matador de Nîmes, qui est maintenant du côté de l'Aube. Très bien. Bah, du coup, moi, je pense que je vais donner mon numéro 3 qui sera probablement ton numéro 2. Donc, en fait, je vais terminer cette émission tout seul. Allez, ciao. Non, je rigole. Du coup, j'ai personnellement choisi en numéro 3 Dimitri Liénard, qui est l'âme de ce Racing Club de Strasbourg, le vétéran de cette équipe et qui a... mais tu sais quoi? Est-ce que tu l'as mis en numéro 2? Je l'ai mis en numéro 2, donc Mais tu sais quoi, on va faire un tir groupé et on va en parler maintenant. Tu vas le faire mieux que moi, donc je vais te laisser le faire. Ouais, Dimitri Liénard, tu le disais déjà, sur le côté aura et impact sur l'équipe, c'est le mec de l'Est, c'est-à-dire il a quasiment tout. Un Allemand? Alors, c'est ce qu'on dit généralement, mais plus depuis 45. Ah, d'accord, ok. Ça a changé. Peut-être je suis dépassé. Non, c'est pas. Il n'y a plus de ligne de démarcation, Val. Enfin, sauf en foot. Ah oui. Ça, c'est très important. Ah oui, super, Florian. Voilà. Allez, vas-y, enchaîne. Donc, écoutez, Dimitri Liénard, non, c'est mec qui a grandi dans l'Est, qui a joué dans pas mal de clubs et qui très vite est arrivé au RC Strasbourg à une époque où c'était très très compliqué pour le club. Le club était même pas dans les échelons professionnels à ce moment-là. Je crois qu'il s'était descendu jusqu'en CFA2 ou CFA. Ouais, pour des problèmes financiers. Ouais, gros problème financier, gros problème administratif. Et il a fait partie de toute l'épopée du club. Il est remonté jusqu'en National, Ligue 2. Il a participé à la montée en Ligue 1. Et il a aussi participé directement sur sa première saison sous Thierry Lauré à pérenniser un peu le club en Ligue 1. À ce moment-là, on le voyait plus comme un ailier sur sa première saison avec une belle patte gauche. On se souvient de certains coups francs aussi. Il a progressivement baissé en temps de jeu, mais en même temps, il a su devenir plus polyvalent et il est passé d'un ailier, parfois 10, parfois milieu sur le côté, à un meneur axial, voire un milieu axial, parfois reculé en numéro 8. Et surtout, cette saison, depuis la fin de saison dernière et surtout cette saison, il est vraiment ce mec qui n'est rarement titulaire, mais toujours parvient à s'imposer parce que dès qu'il y a un trou dans l'effectif, on va pouvoir le glisser. Et cette saison, on l'a vu jouer beaucoup latéral gauche quand Cassie est blessé notamment. Autant Cassie est un super joueur, mais Liénard arrive à faire largement le boulot pour Strasbourg. Et je trouve que cette polyvalence qu'il a en descendant latéral gauche amène aussi une vraie touche technique à Strasbourg. Et c'est pas pour rien que Strasbourg est une des équipes les plus offensives. Et c'est clairement aussi la patte Stéphane de mettre un ailier de formation ou un milieu de côté de formation, le mettre latéral et apporter cette touche technique à l'effectif. Quasiment rien à rajouter, si ce n'est qu'en plus de tout ce que tu viens de dire, c'est un très bon joueur de coup de pied arrêté. Exactement. Ce qui est un critère encore plus intéressant quand tu parles de couteau suisse, justement, parce que c'est des profils... Aujourd'hui, il y a très peu de très bons tireurs de coups de pied arrêtés. Dimitri Liénard en fait partie en Ligue 1, et ça renforce encore le plus le fait que ce soit un joueur déterminant pour l'équipe, même si c'est pas titulaire à tous les matchs. Exactement. Et les supporters de Strasbourg se souviendront bien évidemment de sa Panenka en finale de Coupe Même de moi, la en Ligue. tant que supporter lyonnais, je me rappelle qu'il nous avait mis un coup franc à la 38e journée. Magnifique. Ouais, magnifique. Oui. Je me demande si on n'avait pas failli être éliminé de la Ligue des Champions à cause de lui. Bref. C'est pas impossible. Mais on dirait que c'est la faute de Léo Dubois. Donc écoute, oui, toujours de toute façon. Peut-être Maxwell Cornet aussi à l'époque. Ouais, peut-être. Bon, du coup, mon deuxième, mon second, mon dauphin, c'est Dimitri Liénard, vous l'aurez compris. Val, qui est ton numéro 2? Pareil, c'est un joueur dont tu as parlé tout à l'heure, qui est Bouba Camara. Ce qui est bien, ça veut dire qu'on a le même top 1 probablement. Très très probable. Ouais, très très probable. Et Jason Denayer. Pourquoi tu rigoles? Ouais. Du coup, moi j'ai mis Bouba Camara en numéro 2. Parce que pour pour tous les éléments que tu as cités tout à l'heure, sauf que j'ai l'impression que alors c'est soit toi qui l'es sous-évalué, soit moi qui l'ai surévalué, mais pour moi c'est un joueur supérieur à tout ce qu'on a dit. Alors sur la polyvalence, il est peut-être moins polyvalent qu'un Liénard, mais sur les postes qu'il occupe, il est tellement déterminant par rapport à son club, etc. Et puis en termes d'aura, c'est quand même capitaine à Marseille. Joueur formé au club. Il est très jeune encore. Il a un avenir radieux qui s'ouvre à lui.
Donc j'ai du mal à comprendre personnellement ton choix sur sa 6ème place. Pour moi, moi je l'ai mis 2ème. Donc, Je pense effectivement que moi pour la 6ème place, alors il pourrait peut-être gratter éventuellement une 4ème ou une 5ème, c'était assez serré moi dans ces eaux-là. Mais autant sur son côté qualité à 2 postes différents, aura, charisme, performance, il n'y a pas de débat. Et c'est en somme, peut-être qu'il aurait pu être 5ème ou 4ème, mais au-dessus, il manque ce côté capable vraiment d'évoluer à différents postes, vraiment, ouais, mais, réellement. ouais. Il lui manque peut-être une ou deux palettes s'il pouvait faire plus de pige en tant que relayeur éventuellement ou en tant que latéral droit. Ça m'aurait dit tiens, ce joueur a su dépanner à ces postes-là et peut-être qu'il l'est au-dessus. Mais quand je regarde avec par exemple des Ripard ou des Liénard, c'est des joueurs évidemment moins bons, mais qui par contre sont capables de jouer à 5-6 postes différents avec un rendement qui n'est évidemment pas celui d'un Bouba Camara, mais qui ont un rendement qui est plutôt solide et cohérent et ils font le job sur 5-6 postes à la fois, là où Camara on est plus sur 2 postes. Mais effectivement, je pense que c'est juste le degré d'importance de nos critères. C'est ce que je te disais tout à l'heure sur les qui sont pas là. C'est ce que je te disais tout à l'heure sur les problèmes de ces top 10 là, de ces classements là, c'est que chacun choisit ses critères en fonction de ce qu'il veut. Moi j'avoue que j'accorde plus d'importance sur le fait qu'il soit bon qualitativement sur 2-3 postes plutôt que on va dire moyen plus sur plusieurs postes, mais voilà, chacun son choix, et je pense qu'on a fait principalement le tour de ce qu'on avait à dire sur Bouba Camara. Ouais, comme ça va nous laisser un peu de temps pour parler du numéro 1. Je pense qu'on a le même. Ouais, je pense qu'on a le même. Hein. Benjamin. Bourigeaud, tout à fait. Voilà. Bah, en fait, effectivement, tu parlais tout à l'heure de la matrice et des 3-4 critères qu'on a définis, avec ces coefficients, cette pondération. Benjamin Bourigeaud, aujourd'hui, il est en tête de ces 3 critères en fait. Et effectivement, là où je te rejoins, c'est que sur le côté performance, il y a aucun débat à avoir. Il a participé largement à la montée en régime du Stade Rennais. Il est arrivé en saison 17-18, je crois, au Stade Rennais. Et avant, il fait 4 ans au RC Lens, son club formateur, dont une saison en Ligue 1 en 2014-2015 où il joue déjà 20 matchs. À ce moment-là, on s'en souvient comme un milieu de côté plutôt limite ailier. Avec une belle qualité technique, un petit peu comme un Dimitri Liénard, une vraie capacité, on l'a remarqué très tôt, à être très performant sur les coups de pied arrêtés directs et indirects. Et ça fait aussi partie de la polyvalence du joueur. Et effectivement, il s'est directement imposé à Lens. Il arrive en 2017-2018 au Stade Rennais. Il joue dès sa première saison 37 matchs de Ligue 1 pour 10 buts et 6 passes D. Donc plutôt costaud. Et en fait, progressivement au Stade Rennais, il va toujours faire des saisons à plus de 35 matchs. Il est déjà là cette saison à 28 matchs. On est à mi-saison. Toujours avec des belles références en termes de marque, on va dire, avec des passes décisives, des buts, quasiment toujours une petite dizaine de buts. Mais il baisse en nombre de buts. Voilà, en fait, il baisse en nombre de jeux parce que alors que son influence. Il baisse en nombre de buts alors que son influence sur le jeu ne cesse de croître, notamment puisqu'il recule de plus en plus sur le terrain. Il est arrivé, on le disait, en tant qu'ailier en provenance de Lens. Et il s'est quasiment maintenant imposé comme un milieu axial. Ouais, mais pareil, là pour le coup, c'est la vraie définition du couteau suisse, parce que dès qu'on a besoin de lui sur un autre poste, il prend le relais, et puis en étant un joueur majeur de l'équipe à chaque fois. Moi, du coup, quand j'ai vu qu'il était unanimement premier dans nos classements, j'en suis venu à me poser 2 questions. La première, c'est pourquoi est-ce qu'on fait pas un what if sur what if Benjamin Bourigeaud était parti de Rennes il y a 3 ans? Où en serait Rennes aujourd'hui? Ou un top 10 des meilleurs moments de Benjamin Bourigeaud. Ouais, ça peut être pas mal. Ouais, mais les coups francs, mais ça c'est plus des vidéos parce qu'il y a quand même trop de buts qui sont magnifiques quoi. En plus de ça, il met des buts qui sont magnifiques. Et ma deuxième question que je me suis posée, c'est est-ce que Benjamin Bourigeaud a quelque chose à faire dans un classement des meilleurs couteaux suisses? Est-ce que c'est pas un joueur enfin, la réponse c'est oui. Est-ce que c'est un joueur qui est tellement sous-coté qu'on a tendance à le considérer, même nous aujourd'hui, comme un couteau suisse, alors que c'est peut-être pas un couteau suisse, c'est peut-être juste un joueur différent, en fait, plus fort que les autres joueurs qui... alors peut-être pas à Rennes, parce qu'à Rennes, il y a quand même des très bons joueurs, mais plus fort que la moyenne générale et plus fort que ce qu'on pourrait considérer comme un simple couteau suisse. Là où je te rejoins, c'est que effectivement, je pense que son profil de couteau suisse et de joueur capable d'être extrêmement performant pour le coup à 4-5 postes différents, et à la fois une de ses immenses qualités au Stade Rennais et peut-être un de ses défauts pour aller plus haut.
parce que je pense que des équipes ont peut-être du mal à se projeter avec lui sur à quel poste il utiliserait. Et à l'inverse, en plus, je pense que s'il arrivait dans une grosse formation, ou même en équipe de France, parce que je pense qu'à un moment, il est pas forcément très très loin, s'il y a des blessés, d'être rappelé sur un ou deux rassemblements, à l'image d'un TJ Savanier aussi par exemple. Et il a ce côté où s'il arrive dans un effectif plus important, on va peut-être le cantonner à un rôle. Et est-ce qu'au final, c'est pas aussi peut-être un peu le brider de pas lui permettre d'avoir cette liberté, que ça soit sur le terrain, mais aussi au fil des matchs, au fil d'une saison, d'évoluer en tant qu'ailier, en tant que milieu sur le côté, en tant que quasi numéro 10, que 8, que relayeur, parfois même que récupérateur dans un double pivot. Ouais, bah c'est sûr, surtout quand tu compares Benjamin Bourigeaud à Moussa Sissoko, qui était le soldat de Didier Deschamps. Très 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 polyvalent au front, effectivement, Moussa Sissoko. Mais l'opération Barkhane est bientôt finie, donc ça ne sert plus à rien. Moussa, tu peux rentrer à la maison. Wow. Tu peux revenir en France et rendre les ballons. Tu as fait trop de mal au foot. Mais non, mais du coup, c'était très belle envolée lyrique, Flo. Mais ouais, c'est exactement le genre de joueur en plus que Deschamps adorait par sa polyvalence. Quoi, on parle de Bourigeaud là. Oui, de Bourigeau. Bon, non, parce que ça colle aussi. Visiblement, Sissoko, il l'aimait bien. Mais ouais, c'est exactement le genre de joueur qu'il adorerait pour sa polyvalence et qui viendrait compenser certains manques. Quand pendant l'Euro, on a eu des galères en arrière droit, il aurait pu venir dépanner en arrière droit sans peut-être être le meilleur joueur du monde. Mais en tout cas, je pense que c'est des joueurs dans les constructions des groupes qui sont intéressants. Parce qu'en plus de ça, je pense qu'il fait pas beaucoup de bruit. Donc, ouais, non, c'est vraiment, vraiment un super joueur. Et moi, je pense que il mériterait d'aller un petit peu plus haut. Écoute Val, je crois qu'on a terminé sur ce top 10. Est-ce que tu avais juste quelques joueurs comme ça qu'on n'a pas cités et qui te viendraient en mention? Je sais que moi dans mon top, en dehors de mon top 10, j'ai certains joueurs qui étaient dans le tien, notamment un Pembele. Ouais, il y avait Pembele, il y a Giroto que tu n'as pas cité. Et il y a deux autres joueurs que j'aurais bien aimé citer, qui sont Fabien Santonze. Alors là aussi, peut-être de Metz. De Metz, un petit manque de polyvalence. On aurait pu faire un duo d'ailleurs, Santonze-Delaine. Voire Dylan Brown. Voire Dylan Brown, parce qu'en termes d'importance pour l'équipe, c'est des joueurs qui sont très très importants sur leur côté en tant que latéraux. Après, peut-être un petit manque de polyvalence qui leur a coûté quand nous on a fait notre classement personnellement, et peut-être aussi un petit manque d'aura, parce que c'est des joueurs qui ont déjà une certaine maturité et puis qui jouent à Metz. Donc voilà, il y a un autre joueur qui vient d'arriver en Ligue 1 qui s'appelle Kevin Danso, qui est défenseur central à Lens. Pétri de qualité. Pétri de qualité, que moi j'avais mis très haut à la base, que j'ai redescendu un petit peu. Mais c'est un joueur qui est formé numéro 6, qui est redescendu en tant que défenseur central. Et c'est Franck Hayes qui le disait dernièrement, que c'était un joueur qui aujourd'hui était un peu le défenseur parfait dans un système à 3, c'est-à-dire qu'en plus de sa très bonne qualité de relance qu'il a développée quand il était numéro 6, il a surtout des capacités de franchissement, ce qui offre énormément de possibilités au RC Lens de Franck Hayes, qui est un RC Lens très joueur, soit par la passe, soit par le dribble et par la prise d'initiative balle au pied. Et en plus il est assez jeune et il a un bel avenir qui lui est promis prochainement. Donc ouais, moi c'était un joueur qui était très important pour moi de mentionner, parce que je l'aurais mis probablement plus haut que de joueurs comme Tay ou comme Capel. Ah tiens, d'ailleurs je t'ai pas expliqué pourquoi je n'avais pas mis Tay dans ce classement, mais pour moi en fait Tay est un petit peu Bourigeaud est un petit peu le joueur que rêverait d'être Tay, mais il ne le sera jamais. C'est-à-dire qu'il a toutes les qualités, mais... je vois ce que tu veux dire, effectivement, il y a un peu cette trajectoire-là pour un Flavien Tay. C'est un peu le Bourigeaud du pauvre pour moi. Ouais, mais comme il est en train de revenir cette saison... Ouais, je suis d'accord, mais j'y crois pas trop. Moi, je l'ai mis cette saison. En plus, il y a eu cette évolution là depuis quelques mois. Écoute, moi, sur un joueur comme ça en mention, qui est pas dans mon top 10, mais qui est gratté dans les positions 11, 12, 13, il y a aussi Jimmy Cabot, du SCO. Ouais, je l'avais mis aussi. Qui a plutôt été formé comme un petit ailier, milieu de côté, voire numéro 10, en soutien de l'attaquant, et qui s'est transformé progressivement en piston, voire latéral. Donc une belle qualité aussi de polyvalence, on a vu sur Jimmy Cabot ces dernières saisons. Val, avant qu'on rende l'antenne, quand on est dans le milieu, tu voulais juste nous proposer un petit classement pondéré, du coup, en prenant en compte, en mixant nos deux top 10. Ouais, ça c'est génial, mec, c'est la magie du montage, parce que vous n'êtes même pas rendu compte qu'on s'était raté pendant bien 10 minutes et qu'on avait galéré à faire des calculs à la con pour savoir qui était premier de ce classement. Premier, on n'a pas trop galéré, puisque évidemment, vous l'aurez compris, c'était Benjamin Bourigeaud. Ah ouais, d'accord. Mais si on pondère les autres, nos deux classements, si on fait la moyenne de nos deux classements,
On arrive à un classement final avec en numéro 2 du coup Dimitri Liénard, numéro 3 à égalité Bouba Camara et Renaud Ripart, numéro 5 Valentin Rongier, numéro 6 à égalité Youssef Attal et Flavien Tay, numéro 8 Timothée Pembele, numéro 9 André Girotto et numéro 10 Sofiane Diop. Donc mon petit Hugo Ekitike est passé à la trappe, tout comme Pierrick Capel, Djibril Sidibé de mon côté, Sidibé, Danso, Thilo Kerrer, qui passe beaucoup à la trappe de toute façon, de manière générale. J'avais déjà oublié que tu l'avais mis dans ton classement. Mais voilà, donc voilà le classement général et puis les joueurs mentionnés qu'on vient de citer. Écoutez, on espère que ça vous a plu. On va revenir très bientôt sur 11e art avec d'autres contenus, d'autres épisodes aussi de Top Thème. Quelque chose à rajouter, Val ? D'accord. Non, pas grand chose. Très bonne année à tous et appréciez la vie et Benjamin Bourgeois.